cet après-midi. Il y a deux affaires judiciaires également qui méritent d'être commentées, Grégory. Tout d'abord, ce nouveau revers judiciaire en Californie pour Monsanto et son propriétaire depuis un an, le groupe allemand Bayer. Le titre Bayer la recule de plus de 2%, alors que ce jury californien a condamné Monsanto à verser 2 milliards de dollars de dédommagement à un couple atteint d'un cancer, dont il estime qu'il est dû à l'usage du Roundup de Monsanto. Les précédentes décisions de justice, on était sur quelques dizaines, quelques centaines de millions de dollars. Là, c'est 2 milliards de dollars. Oui, il y a deux jugements. Il y a un dédommagement pour les deux victimes, entre guillemets, du Roundup de 70 millions de dollars pour ces deux personnes, et des mesures punitives, une amende à Monsanto Bayer de 2 milliards de dollars. Le gros problème, et c'est un problème énorme pour Bayer, c'est qu'en fait, autant le glyphosate est critiqué en Europe, autant aux États-Unis, ce n'est même pas un sujet. Par exemple, sur les bouteilles de Roundup, il n'y a aucun avertissement. L'EPA, donc, qui est Environment Protection Agency, l'agence de l'environnement américain, n'a jamais imposé, par exemple, à Monsanto de mettre un signe comme quoi l'utilisation du Roundup pourrait amener des cancers. Donc, déjà, il y a aucune protection pour le consommateur. C'est une chose. Deuxième chose qui va peut-être vous surprendre, les ventes de Roundup aux États-Unis depuis le début de l'année sont en hausse de 20%. Donc, pour Bayer, ils sont face vraiment à un problème absolument énorme. C'est un produit qui est très utilisé. Il va y avoir des procès à n'en plus finir. Pour le moment, il n'y en a eu que 2. Il va y en avoir des dizaines, il va y en avoir des centaines. Les mesures punitives ne vont jamais être totalement appliquées. On ne va jamais avoir 2 ou 3 milliards de dollars pour un cas individuel. Ça va chaque fois être ramené à des sommes beaucoup plus raisonnables. Je dirais la dernière somme de 1 milliard a été ramenée à 200 millions de dollars. Mais si vous additionnez le nombre de procès qu'il va y avoir sur les prochaines années avec un nombre d'utilisateurs qui continue à croître, on se demande comment Bayer va s'en sortir, tout simplement. Bon, ouais, et chez Bayer, on doit se demander pourquoi est-ce qu'on est allé racheter Monsanto il y a un peu plus d'un an maintenant. Enfin, c'était à l'été 2018. Le titre Bayer a dû diviser par 2 depuis ce moment-là. Et c'est vrai que les affaires se multiplient. Prochain procès pour Monsanto aux États-Unis. J'ai lu ça quelque part, Grégory. Ce sera au mois d'août dans le Missouri. On va continuer de suivre ça. Et puis un mot pour finir de cette décision de la Cour suprême concernant Apple. Visiblement, de ce que j'ai compris, c'est une décision assez inhabituelle, en tout cas qui crée un précédent, alors très tourné vers la protection du consommateur, mais peut-être beaucoup moins business-friendly que par le passé, Grégory. Oui, alors le cas avait commencé en 2011. Des consommateurs, des utilisateurs d'Apple avaient accusé la compagnie de monopole au niveau des applications. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Une chose assez simple. Si vous avez en main un téléphone Apple et que vous voulez une application sur votre téléphone, vous n'avez qu'un choix. Vous allez sur l'Apple Store. Ça a beaucoup d'avantages. Par exemple, Apple a 10 fois moins de virus que d'autres systèmes d'applications comme Android. Mais en fait, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas charger une application en dehors du Apple Store sur votre téléphone Apple. C'est une sorte de monopole. Donc, il y a ces procès qui ont été réunis en classe action. Il y a eu un appel, ça a été devant la Cour suprême. Et en plus, les consommateurs disent, à cause de ce monopole d'Apple, Apple peut faire payer aux créateurs d'applications 30% des revenus juste pour être dans le iPhone Store. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les consommateurs, les prix sont exagérément élevés quand ils utilisent et quand ils achètent une application sur le store de Apple. Ça a l'air assez compliqué, mais en fait, ça l'est, puisque ça va durer maintenant encore, je pense, des années, tout simplement, pour pouvoir vraiment avoir la preuve que Apple a un monopole au niveau de son Apple Store et que c'est pas plutôt un service qu'ils offrent en garantissant en face une sécurité qui est excellente, ça c'est vrai. Et en même temps, je pense que si vous êtes un développeur, vous êtes quand même extrêmement content d'être sur le Apple Store. Vous n'allez pas trop vous plaindre, même si vous devez payer ces redevances qui sont relativement élevées. Donc, c'est pas un jugement de la Cour suprême qui va changer la vie. Ça va amener une consolidation
de ces plaintes de consommateurs. Ça va prendre des années. Je ne pense pas que il va y avoir un impact monétaire négatif pour Apple, mais quand même, c'est un signal que on peut s'en prendre à des compagnies qui sont pratiquement intouchables pour le moment. Et c'est vrai que quand on pense au terme monopole, en général, on pense beaucoup plus, par exemple, à un Google, on pense à un Microsoft, évidemment, on pense quand même moins à un Apple. Donc même dans ce cas-là, on peut avoir des surprises. Bon, une décision quand même intéressante. Le titre Apple qui avait beaucoup baissé hier. Alors en plus avec la tension commerciale évidemment entre la Chine et les États-Unis, Apple qui perdait 6% hier, qui se stabilise et qui tente de rebondir. Pour l'instant, on est sur une légère progression entre 0,5 et 1% pour le titre Apple dans des marchés américains là aussi qui se stabilise. C'est le jour d'après le sell-off et on rebondit d'un peu plus de 0,5% pour l'instant à Wall Street. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services qui contribue tous les jours à Intégral Bourse depuis New York. Revenons à l'Europe et aux petites capitalisations françaises, même particulièrement. C'est toujours un univers d'investissement très intéressant à analyser. C'est Cécile Aboulian qui est avec nous en plateau, responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate. Bonjour Cécile. On fait régulièrement des bilans de performance pour les petites capitalisations. Qu'est-ce qu'on peut dire du passé récent si on remonte peut-être quelques semaines en arrière jusqu'au début du mois d'avril, quand on a préparé un petit peu l'émission avec vous. L'idée était de dire que le mois d'avril avait été un bon mois pour les petites capitalisations qui rattrapaient en partie leur retard par rapport aux grandes valeurs du CAC 40 par exemple. Absolument, c'est ça. En fait, depuis le début de l'année, les small caps sont un parcours assez irrégulier. Un mois de janvier très bon, plus 9%. Février et mars font rien. Et le mois d'avril, à nouveau très bon, plus 7%. Et depuis les tweets de Donald Trump il y a 9 jours, donc les small caps pâtissent comme les autres valeurs et affichent une baisse d'environ 4-5%. Ouais, c'est toujours ça qui est intéressant. On prend comme déclencheur de la baisse effectivement les tweets de Donald Trump sur la guerre commerciale Chine-États-Unis. Enfin, qu'est-ce que la guerre commerciale Chine-États-Unis a à voir avec les petites capitalisations dont on parle, Cécile ? Alors effectivement, a priori, il n'y a pas vraiment de lien direct sur l'activité des small caps. C'est vrai que les dirigeants d'entreprise font pas leur stratégie en fonction des tweets qui sont envoyés. En ce moment, elles ne revoient pas leurs atterrissages suite aux tweets qui ont été envoyés dans leur très grande majorité. Il y en a qui peuvent avoir été impactés, qui peuvent être impactés. Ça existe, mais bien sûr, de façon assez marginale sur l'ensemble des small caps. Effectivement, ce serait peut-être la seconde étape si ces taxes venaient à avoir un impact sur les économies américaines, chinoises, éventuellement européennes. Ouais. Éventuellement, ça pourrait impacter le rythme de croissance. Dans un effet de second tour, oui, c'est ça. Ouais. C'est plutôt à ça qu'on pense. Mais effectivement, là, à court terme, on est plus dans un climat d'incertitude que les marchés n'aiment pas. On est à nouveau dans une dimension où on maîtrise un peu moins les choses. On pensait que les négociations allaient se faire sur un climat plutôt calme. Ouais. C'est pas le cas. Ouais. Donc les marchés s'en font l'écho. Et c'est normal que ces small caps soient parmi les premières victimes aussi de ces incertitudes. Enfin, s'il n'y a pas de lien aussi direct que ça avec les tensions commerciales. C'est des logiques de marché qui l'emportent d'une certaine manière. Comment on peut l'expliquer ça, Cécile ? Alors, d'une certaine manière, effectivement, les small caps généralement pâtissent des informations macro qui viennent perturber la lisibilité de l'économie, parce qu'elles sont pas très liquides, parce qu'on préfère être sur des sociétés desquelles on peut partir rapidement si jamais la macro venait être beaucoup plus perturbée. Néanmoins, ce qu'on peut noter là, c'est qu'elles sont pas plus perturbées que les larges. Donc peut-être qu'on se rend compte également qu'elles sont assez éloignées de la problématique. Autrement, elles le seraient peut-être davantage. Elles avaient beaucoup plus souffert, par exemple, en fin d'année que les grandes capitalisations. Là, sur le début de la baisse, sur les 10 premiers jours de baisse, sur la première semaine de baisse, c'est le même tarif pour tout le monde. Pour le coup, on est dans les tarifs en ce moment. Donc c'est la même proportion de baisse pour les grandes valeurs et les petites capitalisations à Paris. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur perspective là en termes de profit notamment? Quelles sont les attentes pour 2019? Ce sont des attentes qui sont régulièrement révisées, d'autant plus quand on sort d'une période de publication, alors qu'il ne doit pas être complètement terminé pour les petites valeurs, mais les analystes révisent toujours à ces moments-là leurs perspectives de croissance et de bénéfices pour 2019. Est-ce que ces perspectives-là ont beaucoup évolué, Cécile ?
Elles ont un peu évolué, mais comme on le voit à chaque fois en cette partie de l'année, on attend des BPA en hausse de 30% sur les small, à comparer à 9% sur le CAC 40. Donc les bénéfices, bénéfices par action. Oui, les bénéfices par action. Ce qui révèle qu'on attend que ce segment des small caps est un réservoir de croissance, et c'est ce qu'on paye sur le marché, parce que les small caps se payent avec une prime par rapport aux large caps. Elles se payent aujourd'hui 17 fois le PE, contre 14 pour le CAC 40. Donc voilà, la saison des publications effectivement a donné lieu à une révision. Depuis le 1er janvier 2019, les BPA ont été révisés à la baisse de 5% sur les small caps. D'accord. Et de 3% sur le CAC 40. Oui, c'est ça. Donc c'est grosso modo, c'est un peu plus sur les small caps, mais on part en termes de croissance d'un réservoir plus important quand même que les grandes valeurs. Oui, c'est ça. Absolument. D'ailleurs, en termes de croissance, qu'est-ce qu'on a le plus payé au travers des secteurs que vous suivez dans les small caps françaises là? Quels sont les secteurs, croissance ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais qu'on a le plus payé depuis le début de l'année? L'aérospatiale défense, c'est un secteur qui a surperformé, qui affiche 23% de croissance sur ce début d'année. Il y a un autre secteur qui a bien performé, c'est la pharmacie, avec des performances en hausse de 19%, en hausse en moyenne sur l'ensemble du secteur. Il y a un autre secteur qui a bien performé, qui sont les ESN, qui sont en hausse de 16%. Voilà, par rapport, pareil, à un CAC Small qui fait 10% depuis le début de l'année. Et dans les secteurs en retard, ceux qui ont le moins bien payé, on trouve des secteurs évidents. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? La biotechnologie. La biotech, toujours. Oui, moins 7%. Donc ils sont en terrain négatif. Ça fait depuis un moment, peut-être depuis 2016 que c'est compliqué pour le secteur des biotech françaises particulièrement. Sur les ESN, arrêtons-nous sur ce secteur. C'est un secteur que vous connaissez parfaitement bien, Cécile, que vous suivez spécifiquement. Les entreprises de services numériques. Tiens, déjà, pourquoi on retrouve